Bonjour à toutes et à tous. Soumia Bouroua, donc députée de la 4e circonscription. Je suis ravie de vous accueillir aussi nombreux à l'Assemblée nationale. Alors c'est un jour un peu particulier puisque c'est la reprise. On a eu une suspension de séance qui a duré 3 semaines et voilà, c'est la reprise. C'est un petit peu compliqué après la campagne municipale qu'on a eue. En tout cas, je voulais remercier tous ceux qui ont organisé cet événement parce qu'on l'a fait de manière assez rapide, je dois dire. Donc remercier les collaborateurs, vous remercier vous pour votre présence, vous remerciez vous d'avoir accepté de venir à cette rencontre qui est très très importante. Alors peut-être vous dire que c'est un moment que vous attendez tous pour avoir justement un résultat de l'enquête 2025 qui vient à la suite des États généraux qui datent d'il y a 10 ans et qui avait fait le constat assez préoccupant de la situation des... Je suis un peu essoufflée, je m'excuse. Des artistes auteurs, leur précarité. Et là, on va avoir des personnes qui vont nous expliquer un petit peu à l'instant T ce qu'il en est. Et on va vous écouter avec beaucoup d'attention. Alors, je voulais excuser Céline Calvez, qui est députée macroniste, qui est co-rapporteur d'une mission d'information sur l'IA, et qui est en audition actuellement, et elle va nous rejoindre tout à l'heure, et ça tombe très très bien, puisqu'elle pourra nous en dire un petit peu plus sur les conséquences de l'IA dans les métiers des travailleurs, des artistes auteurs. J'oublie personne. Oui, elle arrivera vers 16h, 16h30. Que dire de plus? Oui, je veux bien sûr associer ma collègue Camille Gaillard-Minier. Camille qui était députée comme moi et qui a suivi toute la mission Flash sur la continuité de revenus des artistes auteurs. Et peut-être que vous le savez, elle est devenue ministre, elle s'occupe maintenant du handicap. Et bien évidemment, tout au long de l'après-midi, elle sera avec nous en pensée. Je l'ai eu ce matin au téléphone, puisque on a beaucoup travaillé ensemble. Et c'est Céline Calvez qui va certainement reprendre, mais on lui posera la question parce que je suis pas encore sûre qu'elle veuille reprendre le dossier avec moi. Alors peut-être vous dire comment ça va se passer cet après-midi, ou peut-être vous, je sais pas, je vais peut-être le faire. Alors cet après-midi va se dérouler en 4 temps. D'abord la présentation des résultats des états généraux de la bande dessinée, de la bande dessinée avec 4 représentants. Ensuite à 15h les états de lieu des statuts des artistes auteurs. Pareil, avec 3 autres personnes. Ensuite à 16h sur la continuité de revenus. Donc, c'est Samantha Bailly qui va faire la modération. Donc, moi, Céline Calvez. Et puis, il y a Monique Di Marco qui devrait aussi nous rejoindre, qui est sénatrice et qui porte aussi le sujet. Et puis, on terminera par le statut des artistes-auteurs. Quelle solution? Et puis, on aura un échange avec vous dans la salle. Voilà, je crois que j'ai tout dit. J'ai rien oublié. Non, maintenant, je pense que je vais laisser la parole à Benoît Peters, Valérie Manguin, excusez-moi si, Denis Bajram et Sylvain Akatias, qui sont auteurs, autrices de l'enquête des états généraux de la bande dessinée. On va vous écouter avec beaucoup d'attention. Merci. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Stéphanie Lecam, je suis la directrice générale de la Ligue des auteurs professionnels. Je voudrais à mon tour faire quelques remerciements, Madame la députée, de nous recevoir, d'avoir accepté de nous faire l'honneur de porter sous votre patronage l'organisation de cette manifestation. Je remercie aussi évidemment Madame la députée Céline Calvez. Et j'ai une pensée toute particulière pour Madame la ministre, Camille Gaillard-Minier, avec qui nous avions initié ce projet il y a effectivement quelques semaines. Ça s'est organisé très très vite. Et j'espère que... en tout cas, vous êtes là. Donc, c'est qu'a priori, la communication est bien passée. Et je voudrais peut-être, avant de laisser la main aux auteurs de cette enquête, rappeler quelques éléments de contexte. Il y a 10 ans, quand les EGBD sont lancés, c'est sans doute parce qu'on a un sentiment de précarisation sans précédent, mais on n'a pas de chiffres. On a en tout cas des éléments qui relèvent de l'impensé et qui doivent être mis en lumière pour comprendre cette structuration, cette problématique endémique qui est la précarité des auteurs de BD.
C'est important de rappeler peut-être que souvent la BD, c'est un effet miroir sur l'ensemble des secteurs de la création. Ça, on aura peut-être l'occasion de le développer. En tout cas, on avait besoin de comprendre ce qu'il se passe et les chiffres qui avaient été annoncés il y a 10 ans étaient suffisamment préoccupants pour que dans la foulée, des rapports soient commandés par les différents ministres de la Culture. Alors, on ne va pas en retenir tous les rapports qui se sont empilés rue de Valois, mais enfin, on peut en citer au moins 2. Je pense à celui de Pierre Lungheretti, qui est sorti en 2018, et puis celui de Bruno Racine, qui est sorti en 2020. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2020 ? Réponse, pas grand-chose, côté politique culturelle. Mais en revanche, on s'est pris une petite crise sanitaire sans précédent et une révolution numérique qui joue plutôt comme un cataclysme avec, évidemment, l'intelligence artificielle. Alors, c'est ce qui justifie sans doute les mouvements inédits qu'on a notés en 2025. Les auteurs se sont organisés, structurés, n'hésitent pas aujourd'hui à revendiquer. Ça a donné lieu à l'annulation d'un festival international de bande dessinée. Et ça a donné lieu récemment, grâce à vous, Madame la députée, à l'adoption d'un article 5 PLFSS qui va très clairement dans le bon sens, en tout cas, de réformes qui prennent enfin en considération les intérêts de celles et ceux qui créent. Donc, je vous souhaite de bons états généraux de la bande dessinée et attention à la question de savoir, est-ce que tout va mieux depuis 10 ans ? J'ai craint que la réponse soit négative, mais je vous laisse ce suspense. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous, à ceux qui permettent cette rencontre. Merci de votre présence. Et donc, nous allons vous présenter cette nouvelle enquête des États généraux qui est l'aboutissement d'un très long travail. Il y a un peu plus de 10 ans, avec Valérie Mangin, ici présente, avec Denis Bajram, moi-même, Benoît Peters, nous discutions souvent de la situation, des échos que nous avions, et donc nous imaginions à l'époque un peu naïvement des états généraux de la bande dessinée au plus large, c'est-à-dire incluant les éditeurs, les libraires, les bibliothécaires, les pouvoirs publics. Il s'est trouvé que nous avons produit surtout une enquête auteur, dont on a rappelé à juste titre qu'elle avait, je pense, fait date et qu'elle avait choqué, puisqu'on voyait un secteur d'excellence, un secteur d'exportation, un secteur d'adaptation. Or, on s'apercevait que celles et ceux qui en étaient les premiers artisans n'en étaient pas forcément les bénéficiaires, ou en tout cas que leur situation ne ressemblait guère au roman qu'on pouvait se raconter. 10 ans après, il nous a semblé important, c'était d'ailleurs depuis plusieurs années qu'on y pensait, important de faire une nouvelle photographie de la profession. Et on a réalisé, je dois le dire, pendant les derniers mois, un travail beaucoup plus poussé que celui qui avait été fait en 2015, grâce prioritairement au soutien, au travail apporté par le sociologue Sylvain Acatias, qui avait déjà une expérience du domaine, notamment dans la région Poitou-Charentes et Limoges, etc., les auteurs d'Angoulême. Mais nous avons pu, pas seulement recueillir des chiffres sur les données les plus sensibles, mais proposer une vraie photographie de la profession. Et c'est ça, je pense, l'apport premier de cette nouvelle enquête. Alors, on va vous présenter sur écran à peu près la moitié des slides de l'enquête, mais pour celles et ceux qui le souhaiteraient, nous avons fait tirer un petit nombre d'exemplaires de cette enquête donc que vous pourrez obtenir tout à l'heure en fin de journée si vous êtes patient. Et puis de toute manière, l'ensemble des résultats seront présentés dès demain matin sur le site des États généraux de la bande dessinée. Voilà, donc il y aura là 2 manières d'entrer. Et bien évidemment, ce n'est pas du tout pour nous une conclusion, c'est le point de départ de présentation, de discussion, de réflexion. Ceci, c'est un constat. Il s'agit aussi de réfléchir, comme nous allons le faire cet après-midi, à des propositions concrètes pour cette profession. Bien, donc c'est à moi, donc Sylvain Acatias, sociologue, Université de Limoges. 2 mots, j'ai mis cette slide-là, mais il n'y a pas grand rapport en fait, simplement pour vous présenter un petit peu la méthodologie, la manière dont on a fonctionné.
Alors, on a la chance, en fait, que en novembre dernier, on a eu les résultats d'une recherche de l'URSSAF sur la déclaration des artistes auteurs de manière générale, des artistes, parmi lesquels les artistes auteurs, qui nous permettent de vérifier notre échantillonnage. En fait, pour l'URSSAF, on a 3390 auteurs de bande dessinée, quelle que soit leur activité, déclarés en activité principale. Je précise bien. Donc, ça veut dire que nous, on a un échantillon de 1197 réponses exploitables. Et en fait, globalement, on peut dire que par rapport à l'URSSAF, ça fait 29% d'échantillons. Alors, si vous vous référez, puisqu'on vient de passer les municipales, aux différents sondages et au nombre de sondés, vous voyez que là, on est très, très, très haut. Néanmoins, je suis plus prudent que ça. Même si on dit qu'il y a 3397 artistes-auteurs en activité principale, il y en a d'autres qui ne se déclarent pas en activité principale. Probablement qu'il est plus sûr d'évaluer la population à 4000 personnes. Dans ce cas-là, on est encore à un échantillon de 25%. Là encore, le quart de la population, c'est considérable. Ce questionnaire a été élaboré par nos soins, en reprenant la base, bien sûr, de celui de 2015. La passation s'est déroulée sur un mois et demi, du 9 septembre au 26 octobre, en ligne. Alors d'abord avec une diffusion générale par les réseaux sociaux, et puis ensuite en travaillant avec différents systèmes de relance, des fichiers de journalistes par exemple, des réseaux locaux, etc., de manière à densifier en fait le type de réponse. Le questionnaire était bien sûr anonyme et confidentiel, sauf pour les auteurs qui nous ont écrit après en nous disant « bon, je l'ai rempli, mais maintenant... » Bon, voilà. Et simplement, effectivement, c'est ce que soulignait Benoît à l'instant, on a là un traitement approfondi, probablement plus analytique que lors de la première enquête, qui était un petit peu descriptive. L'idée, c'était de faire davantage de tri croisés pour essayer de mieux voir quelles étaient les causes de la situation des auteurs. C'est là-dessus qu'on avancera. Tendance démographique. On va commencer par les tendances démographiques. Alors ici, vous voyez que l'enquête auteur des EGBD était ouverte à tous les auteurs francophones. Et ils ont été 1198 à nous répondre. Parmi eux, 84% étaient français, 7% belges et 6% suisses. Alors, comme vous le verrez aussi en lisant ce rapport, ces échantillons semblent tout à fait représentatifs, à la fois pour les Français, mais aussi pour les Belges et pour les Suisses. L'âge moyen des autrices et des auteurs de BD est de 43 ans. La plupart ont entre 21 et 70 ans. Parmi eux, 61% sont des hommes, 36% des femmes. Et les hommes sont plus âgés que les femmes, avec une moyenne de 46 ans contre 38. Mais on reviendra aussi dans le focus consacré aux autrices. Alors, depuis l'enquête de 2015, on a ajouté une catégorie autre pour le genre. Mais c'est une catégorie très minoritaire et beaucoup plus jeune que le reste de la population, avec un âge moyen de 32 ans. Pour revenir spécifiquement sur l'âge des auteurs, le pic de la population se situe très nettement entre 41 et 50 ans, alors que la part des auteurs de 21 à 30 ans est très faible, avec seulement 15,4%. Il n'y a même que 4 auteurs qui ont moins de 21 ans. Alors, peut-être plus étonnant, les 40 ans et moins représentent 42% du total en 2025, alors qu'ils représentaient 56% de l'échantillon en 2015 lors de la première enquête. Alors, c'est une forte baisse qui est très inquiétante, parce qu'on peut se demander si la crise de la BD connaît une crise de vocation. Bon, ça, le futur le dira. Côté formation, les auteurs et autrices ont dans l'ensemble un haut niveau de diplôme. Ce sont plus des 2/3 qui ont fait 4 ans ou plus d'études supérieures et la même quantité qui ont logiquement obtenu un diplôme supérieur ou égal à la licence. L'enquête montre aussi que les autrices sont nettement plus diplômées que les auteurs. 45,9% des femmes ont un niveau d'études équivalent au master, alors que ce ne sont que 30% des hommes. Ouh. On constate ici que les auteurs sont jeunes. Que plus les auteurs sont jeunes, plus ils ont fait de longues études supérieures. Cela correspond aux évolutions globales en fait, qu'on constate dans la société française. Les auteurs ayant suivi une formation dans un domaine non artistique représentaient 30% de l'échantillon en 2015. Ils ne sont désormais plus que 22%. Au contraire, si l'on cumule toutes les formations artistiques, le total est de 78%. Nous avons mis une alerte sur les chiffres. Vous verrez dans l'étude, il y a des petits points rouges. Pour ceux qui sont passés par une formation spécialisée en bande dessinée, on aurait pu imaginer que c'était un réel avantage pour faire carrière, mais on s'aperçoit que dans ceux qui se déclarent comme professionnels installés, seuls 13% venaient de ces formations spécialisées BD.
La plupart de leurs anciens élèves se déclarent même comme professionnels précaires. On peut s'interroger sur la qualité ou l'impact ou les choses étranges que génèrent ces formations BD. On observe ici une montée de l'enseignement privé. Vous voyez la petite courbe qui monte aux dépens du public. Celui-ci reste toujours très dominant sur l'ensemble des auteurs, puisqu'il y a tous ceux qui ont étudié il y a longtemps, mais il ne représente plus que 55% des études chez les moins de 31 ans. Pour référence, c'est 27% des étudiants français qui étaient dans le privé en 2024-2025. Le privé est donc surreprésenté dans la formation des jeunes auteurs de BD. On peut s'interroger sur un manque de formation publique spécialisée dans la bande dessinée et ses métiers. Alors, parmi les phénomènes marquants de la bande dessinée au XXIe siècle, il y a une ouverture et une diversification de la bande dessinée, de ses formats de publication. Et bien évidemment, ça rejaillit très fortement sur la population des auteurs. On a d'un côté les albums classiques, certains parlaient de 48 cc, ça peut monter jusqu'aux 64 pages, grosso modo entre le format d'Astérix et le format de Tintin. Ce sont souvent des séries qui paraissent à un rythme relativement régulier et dont les tomes peuvent soit être un peu indépendants, soit se succéder. Le roman graphique, sous toutes ses formes, quel que soit ce qu'on peut penser de ce terme, le roman graphique est une partie importante de la bande dessinée, a pris une place considérable au XXIe siècle. Ce sont des paginations longues, ce sont d'ailleurs, on y reviendra, des contrats de publication très différents de ceux des albums classiques. On s'aperçoit qu'il y a non seulement ces deux grands formats, et récemment, le mot de roman graphique ne doit pas le cacher, il y a aussi toute la bande dessinée du réel, toute la bande dessinée de reportage ou de vulgarisation qui a elle aussi, de très longues paginations. Mais à côté de ces deux grands formats, on s'aperçoit qu'il y a le manga à la française, bien représenté. Donc, quand on parle ici de manga, c'est du manga réalisé chez nous. Il y a le webtoon, qu'on associe souvent à la Corée, mais qui est bien présent aussi parmi les répondants à l'enquête, et un certain nombre d'autres formats, d'autres manières de réaliser de la bande dessinée. Cela nous dit que cette diversité joue avec les métiers et que faire de la bande dessinée, ce n'est plus forcément automatiquement publier des livres. La presse, notamment les magazines spécialisés, on se souvient de Pilote, Métal Hurlant, À Suivre et bien d'autres, a longtemps joué un rôle absolument déterminant et structurant, non seulement dans la manière de faire lire la bande dessinée, mais dans la façon de faire vivre les auteurs. La presse offrait à la fois une tribune pour les faire connaître et leur assurait une forme de rémunération à la page dans un système s'apparentant à celui des journalistes. C'est évidemment une modification fondamentale et très profonde et qui mériterait une longue analyse que le passage graduel de la presse au livre. La bande dessinée y a gagné quelques lettres de noblesse, mais elle s'est aussi fragilisée. Et ce qui est frappant, ce que ces tableaux montrent, c'est que si la présence dans la presse continue à baisser, le numérique, sous toutes ses formes, n'a pas remplacé, n'a pas vraiment pris la place que certains avaient imaginée, et en tout cas, sur le plan des revenus des auteurs, demeure extrêmement marginal. Parmi les constatations à faire, les constatations fortes que l'on peut faire, il est certain que la question de la promotion est celle qui est centrale dans les reproches que la majorité des autrices et des auteurs peuvent adresser aux éditeurs. En effet, et là le tableau est vraiment tout à fait frappant, on a mis le grand point d'exclamation partout, on s'aperçoit que les tâches de promotion sont assez réduites, surtout sur le plan national. D'innombrables albums paraissent, plus de 7000 par an. Or, le nombre de titres qui bénéficient d'un vrai soutien est extrêmement réduit, et donc les chances de visibilité de la plupart de ces albums sont extrêmement faible. Il y a à ce moment-là une disproportion qui existe entre le travail investi par les auteurs et les autrices, mais même la machine éditoriale dans son ensemble, et les résultats. Près des 3/4 des auteurs disent
ne pas avoir été soutenus par un ou une attachée de presse pour leur travail. La promotion de leurs albums repose très largement sur eux et notamment sur leur usage des réseaux sociaux. La dédicace, je dis des évidences pour ceux qui connaissent bien le domaine, mais il est bon de les rappeler, la dédicace joue un rôle tout à fait particulier et essentiel dans le monde de la bande dessinée, qui n'a rien à voir avec la littérature générale. Pour beaucoup de dessinateurs, cela reste le principal ou l'un des principaux moyens de promotion. Or, dédicacer dans un festival ou une librairie est une tâche chronophage et fatigante qui occupe nombre de week-ends. Ce sont des heures de travail, parfois des journées entières de travail, qui laissent les dessinateurs, à l'issue d'un week-end de dédicace, fatigués et ayant du mal à reprendre leur travail. Cela n'a rien à voir avec ce qui est vanté parfois comme contact avec le lecteur ou moment d'échange. Ce n'est pas du tout l'équivalent de la signature de l'écrivain. La rémunération des dédicaces a été une revendication majeure des auteurs, mais le dispositif nouveau qui a été mis en place et qui est un acquis incontestable des dernières années, ce dispositif nouveau est très loin de couvrir toutes les situations. Non seulement un très grand nombre de dédicaces, notamment celles en librairie, échappent à la rémunération, mais aussi la somme forfaitaire qui a été identifiée, généralement pour un ensemble de dédicaces et pas pour une seule séance, cette somme forfaitaire est rarement appliquée, rarement respectée. Il reste beaucoup de festivals de moindre dimension qui ne rémunèrent pas du tout la dédicace et d'autres qui s'arrangent avec une rémunération plus ou moins symbolique. Il y a donc eu un acquis, comme il y a pu avoir un acquis pour les interventions des auteurs jeunesse dans les écoles. Cet acquis demande à être fortement consolidé pour devenir réalité. Bien. Alors, dans la juste logique, on a essayé de savoir ce que faisait, c'est quoi exactement un auteur, qu'est-ce qu'il fait. Et donc, ce que vous voyez derrière moi, c'est le fait que la majorité des auteurs assument de multiples tâches, créatives ou non, et notamment, vous voyez ici, par exemple, que les auteurs font aussi des tâches qui ne sont absolument pas rémunérées, notamment le lettrage, le scan-page, la maquette, etc. La majorité des auteurs, en fait, c'est 56,5%, ont 6 pratiques ou plus. Donc ça veut dire que les auteurs sont aussi de plus en plus complets, très clairement. Et là encore, on va dire que la plus forte proportion d'entre eux, 41%, écrivent, dessinent et colorisent. Ce qui est probablement un changement, puisqu'on a une moindre partition, en fait, une moindre spécialisation des tâches. Évidemment, les auteurs, globalement, travaillent bien plus, enfin, pour la plupart d'entre eux, la majorité des auteurs travaillent bien plus que la durée de travail hebdomadaire. C'est ce que vous voyez sur le premier camembert derrière moi, où finalement, eh bien, on peut distinguer un certain nombre de choses. On a calculé, en fait, pile, il y en a 8% qui travaillent la durée légale, d'accord ? Il y en a qui travaillent moins. Et presque 39%, c'est important quand même. Je pense que vous allez vous dire, mais quand même, 39% de feignants dans une profession, ça fait beaucoup. Et puis de l'autre côté, plus de 35 heures, évidemment, 53,4. Et en fait, justement, toute la question est de savoir exactement ce qu'ils font. On y reviendra tout à l'heure, mais simplement de montrer que, globalement, la majorité d'entre eux travaillent plus de 35 heures. Et vous verrez tout à l'heure que ceux qui travaillent moins, c'est probablement parce qu'ils ont autre chose à faire. Et du coup, effectivement, ils ont bien sûr, des week-ends relativement compromis. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde un peu l'autre camembert, eh bien, on s'aperçoit que globalement, c'est le tiers de la population qui travaille au moins 4 week-ends par mois. C'est beaucoup. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est beaucoup. Il y a un moyen de travailler beaucoup plus que 4 week-ends. Ouais. Il y a les nuits. On peut peut-être les obliger à travailler la nuit. Chut, enfin... Attention, hein. Bon, mais simplement pour le dire comme ça, il faut distinguer tout de suite deux populations pour bien comprendre les choses. Ceux, en fait, qui ne font que de la bande dessinée et qui vont dépasser allègrement le temps légal de travail, et ceux qui ont un autre emploi. Et donc, par conséquent, qui vont prendre du temps pour la bande dessinée en plus de leurs heures de travail.
Donc, ça ne vous étonnera pas si je vous dis que, bien sûr, les auteurs travaillent même en vacances. Parce qu'en fait, on pourrait se poser la question, hein, quand même, il y a 67,5% des auteurs qui partent au moins une fois par an. Alors, je vous rappelle que le pourcentage pour la population française, c'est 40%. Ils en prennent des vacances, ces auteurs. Mais oui, parce qu'en fait... C'est marrant, chaque fois tu dis partent en vacances, alors que oui, tu as raison. Ils prennent des vacances. Parce que partir, faut être riche. Hein. Tu as raison, ils prennent des vacances, on ne sait pas s'ils partent ou pas, on ne leur a pas posé cette question-là. Et en fait, ça s'explique assez facilement, puisque l'énorme majorité d'entre eux, 51%, travaillent au moins fréquemment pendant leurs vacances. Donc c'est logique, en fait. Si vous partez en vacances et que vous continuez à travailler en vacances, vous pouvez effectivement partir en vacances. La question, c'est est-ce que ce sont encore des vacances? Bien sûr. Bon, ça, c'est un autre problème. Ah, ça, c'est un défi. Voilà, un tableau un peu compliqué, je suis désolé. Alors, les deux tableaux que vous voyez là se servent d'un indicateur statistique spécifique qu'on appelle le pourcentage d'écart maximal, qui a été créé par Philippe Cibois. Il indique, en fait, chaque fois que vous voyez les cases vertes, il indique une attraction statistique entre deux variables. Globalement, je vais le dire comme ça, là, vous voyez, moins de 35 heures. Si vous travaillez moins de 35 heures, vous avez au moins de grandes chances d'avoir un emploi sans relation avec la bande dessinée. Et de la même manière, si vous travaillez plus de 35 heures, eh bien, en fait, c'est probablement parce que vous n'avez aucun autre emploi que la bande dessinée. Donc voilà, en fait, on voit bien que finalement, tout ça est lié à ce que je disais tout à l'heure, à l'emploi, et que globalement, on a vraiment une attraction nette et qu'on retrouve sur le tableau suivant. Il est d'autant plus probable de travailler le week-end quand on a un autre travail sans relation avec la bande dessinée ou que l'on ne fait que de la bande dessinée. Dont acte. Clic. Pardon. Après avoir vu ce qu'était un auteur, on leur a demandé comment ils se percevaient. Alors tout d'abord, leur statut économique. On leur a donné le choix entre amateurs, professionnels débutants, professionnels précaires et professionnels installés. Alors moins d'un tiers d'entre eux se déclarent installés, alors que nous venons de voir qu'ils travaillaient beaucoup, même les week-ends et en vacances. Et par contre, presque la moitié, 46%, se déclarent précaires. Alors c'est déjà très inquiétant à dire comme ça, et on va voir encore pire que dans la suite de l'enquête, que c'est une perception qui est souvent très optimiste en fait. Et pour ce qui est de leur style éditorial, beaucoup d'auteurs se disent professionnels installés. Ce sont les plus nombreux à se dire aussi auteurs grand public. Mais par contre, les amateurs, les professionnels débutants et les professionnels précaires sont les plus nombreux à se dire auteurs de bandes dessinées indépendantes ou alternatives. Ces perceptions varient avec l'âge et le genre. Le style éditorial déclaré par les auteurs est largement relié à ça. Plus on est jeune, plus on a tendance à se voir comme un auteur indépendant ou alternatif, et plus on est âgé, plus on a tendance à se voir comme un auteur grand public. Alors, est-ce qu'on vieillit mieux dans le grand public que dans l'alternatif? On peut se poser la question. Et si on relie le style éditorial au genre des auteurs, on voit que les hommes se déclarent plus souvent grand public que les femmes, qui disent plutôt faire de la BD indépendante ou alternative. Alors, ces auteurs, avant de signer un contrat d'édition, près d'un tiers s'estiment assez expérimentés pour ne pas avoir besoin d'aide. Un autre tiers demande de l'aide, mais c'est plus du tiers des auteurs qui signent son contrat sans expertise personnelle et sans assistance. On peut se demander comment c'est possible qu'autant de contrats soient signés à l'aveugle et sans expertise. Et presque aussi inquiétant, près de la moitié de ceux qui demandent régulièrement de l'aide se tournent avant tout vers des collègues auteurs et autrices, sans qu'on sache exactement quelle est leur expertise contractuelle à eux, en fait. Et curieux aussi, beaucoup d'auteurs adhérents d'organisations professionnelles ne font pas appel à leurs services. C'est quand même un peu dommage. C'est là qu'ils pourraient sans doute avoir la meilleure expertise concernant leur contrat. Autre sujet Autre sujet d'étonnement, plus du quart des auteurs ne sont adhérents d'aucun organisme de gestion collective, OGC, alors que c'est pourtant indispensable pour toucher les rémunérations de la copie privée, de la reprographie, des usages pédagogiques ou médiatiques. Et c'est clairement en début de carrière que le problème se pose le plus. Mais il reste toujours 11% des auteurs ayant publié plus de 10 livres qui n'adhèrent à aucun OGC. Donc c'est quand même très curieux et très inquiétant. Vous verrez, c'est intéressant. On a dans toute l'enquête des données réparties entre la Belgique, la France et la Suisse. Et donc on voit que sur les OGC, évidemment, il y a un paysage qui est extrêmement différent entre les pays. Ce qui traduit sans doute aussi une manière de regarder le droit d'auteur différente. Ça faudrait l'étudier plus en avant. On va faire des présentations dans d'autres pays. On va en Belgique la semaine prochaine. Donc voilà, je pense qu'avec Sylvain, on va essayer de les fouiller pays par pays. La Suisse est déjà sur sa rôtissoire, je crois.
Demain, on a une visio avec les responsables suisses. Voilà. Alors, côté engagement collectif, en 2015, c'était 26% des auteurs qui adhéraient à un syndicat ou une association professionnelle. Et en 2025, c'est 54,4%. Donc c'est une évolution spectaculaire, sans doute la conséquence directe des difficultés rencontrées par les auteurs, dont on n'arrête pas de parler. Alors plusieurs syndicats sont apparus au cours de la décennie, dont la Ligue des auteurs professionnels, confondée en 2018 par les États généraux de la bande dessinée, et avec qui on co-organise donc cet après-midi de discussion. Alors, on voit ici que 59% des auteurs cotisant à l'URSSAF évaluent l'ensemble de ces prestations comme plutôt mauvaises. Après, bon, on poserait la question aux Français sur l'URSSAF, je ne sais pas quel chiffre on aurait. Alors, nos amis de l'URSSAF peuvent quand même se réjouir parce que seulement 9% des auteurs regrettent l'ancien système de la GSA et de la MDA. On reviendra peut-être sur le scandale qu'il y a eu autour de la GSA, mais voilà, autour des retraites non perçues, enfin non appelées, voilà, merci. Mais en tout cas, voilà, on a un nouveau système qui a quand même l'air de faire l'unanimité, enfin pas l'unanimité, mais la majorité pour lui. On espère que dans 10 ans, on sera à 75% de satisfaction pour l'URSSAF. On compte sur eux. Ah oui, alors l'URSSAF peut se réjouir en se comparant à l'IRSEC. Donc la caisse de retraite complémentaire des auteurs, qui accueille le régime du RAP. On a 2/3 d'opinion défavorables, c'est quand même très dur. On va rappeler que la hausse du RAP, donc le régime de cette retraite qui est à l'IRSEC, en 2014, avait provoqué une très forte mobilisation des auteurs. Je dirais même que c'est peut-être à la base de toute une partie de ce qui s'est passé qui nous amène aujourd'hui ici. Parce qu'en fait, le rap, les questions sur l'état de la bande dessinée, qui sommes-nous, combien sommes-nous, que gagnons-nous, donc les EGBD, on découvre l'ampleur de la catastrophe et ainsi de suite, voilà, les rapports et tout. On arrive à la situation actuelle, donc merci le rap d'avoir révélé l'ampleur du désastre, mais ce serait bien que vous fassiez partie de la solution, pas du problème. Surtout que le problème, on va oser le dire là, mais il y a eu des violences dans le recouvrement et il y a énormément d'auteurs qui s'en sont plaints et voilà, on espère que tout ça est derrière nous, mais j'en vois qui doutent dans la salle. Bon, d'accord. Alors, les auteurs du livre, en plus, peuvent profiter de la prise en charge de leur cotisation IRSEC par la SOFIA. 50%, donc c'est très important. Mais alors, on découvre, en interrogeant les auteurs, que seulement 56% disent en bénéficier. Et c'est sans parler des 23% qui ne connaissent même pas le mécanisme. Donc là, il y a un gros boulot à faire. Je pense que la SOFIA va en être alertée par cette enquête. Alors la mutuelle, on constate qu'il y a 9,5% des auteurs qui n'ont aucune complémentaire santé. En France, c'est 5%. On est donc au double de la moyenne nationale. C'est au-delà du reste à charge qui est évidemment très lourd pour ces auteurs qui sont sans doute en plus les auteurs les plus précaires. Il est très probable que ce soit un renoncement aux soins. Donc on pense tous qu'il y a une urgence absolument à traquer les raisons de cette chose-là. Et puis, si on n'a pas d'autre solution, à trouver un moyen de faire une mutuelle pour les artistes-auteurs qui leur soit accessible, même quand ils sont très pauvres. Heureusement, les auteurs sont jamais malades, en fait. Enfin, si on en croit nos chiffres. En fait, c'est pas ça. Si on regarde de près, c'est que les auteurs rencontrent d'énormes difficultés à avoir accès à un droit social aussi élémentaire que les arrêts maladie. Parmi les auteurs habitant en France et ayant déjà été malades, seuls 13,5% ont déjà été indemnisés. C'est 10% qui n'ont pas réussi à faire valoir leurs droits malgré les arrêts maladie délivrés par les médecins. C'est 35% qui n'ont rien voulu demander. Alors là, on se demande pourquoi aussi. Et c'est enfin 41% qui ignoraient même, au moment de répondre à l'enquête, qu'ils avaient droit à des arrêts maladie. Il y a clairement un problème d'information et d'accès aux droits, les deux. Un grand chantier à ouvrir aussi. La situation, en plus, n'est pas meilleure en ce qui concerne les congés maternité, paternité ou adoption. On aurait été surpris. Parmi les personnes concernées, c'est 12% qui n'ont pu faire valoir leurs droits malgré leur démarche. C'est 18% qui n'ont rien voulu demander.
On parle de congé maternité. Enfin, et c'est 29% qui ignoraient avoir droit à des indemnités. Comme pour les arrêts maladie, les auteurs ignorent avoir des droits et ont du mal à les faire valoir. Là, j'imagine auprès des CAF. Donc, c'est le même chantier. Pour ce qui est de la formation professionnelle, seuls 14,4% des auteurs a pu bénéficier des services de l'AFDAS, qui est l'organisme qui permet d'avoir accès à la formation professionnelle. On voit là encore que la raison principale de l'absence de recours est l'ignorance de l'existence même d'un droit. En effet, c'est près de 50% des auteurs qui ignorent avoir droit aux formations de l'AFDAS. Ils versent pourtant une cotisation de 0,35%, à laquelle s'ajoute celle de 0,1% des diffuseurs. Donc, pourquoi donner de l'argent pour quelque chose dont on ne se sert pas? Il serait temps qu'ils sachent, en fait, qu'ils ont accès à ça. Après, on a fait une corrélation avec le temps de travail. Quand on travaille tout le temps, est-ce qu'on a le temps de se former? C'est une vraie question. Oui, alors là, on s'interroge aussi, je suis tombé de ma chaise en découvrant ce tableau-là. On s'interroge aussi sur la raison qui pousse près de la moitié, 48% des auteurs, à ne pas faire leur demande de retraite quand ils en ont la possibilité. C'est-à-dire qu'ils arrivent à l'âge de la retraite, ils peuvent appeler leur retraite et ils ne le font pas. Enfin, s'ils en ont une. Il faudrait évidemment vérifier que ce n'est pas en partie lié, encore une fois, au problème qu'on a connu avec la GSA. Pourtant, un auteur peut, en plus, continuer à travailler et à gagner tout ce qu'il veut en tant qu'auteur. On n'a pas les limites qu'on trouve dans le salarié, etc. C'est un des rares endroits où on a un avantage par rapport aux salariés. Donc c'est vraiment un cumul. Donc c'est vraiment un cadeau, normalement, qu'on se fait à soi-même que d'appeler ça retraite. C'est peut-être la passion chez beaucoup qui les fait continuer. Ils n'ont pas envie de prendre leur retraite. Ça vaudrait, je sais pas, il y aurait une sorte de mélange entre l'idée de prendre sa retraite et l'idée de ne plus être auteur. Mais en fait, c'est aussi sans doute lié à tous ceux qui n'ont pas de pension de retraite à appeler. Donc là, ce sont beaucoup des plus fragiles qui continuent à travailler pour chercher une rémunération en lieu et place de cette retraite. On connaît énormément de vieux collègues en grande difficulté, sans retraite, qui hantent les salons en essayant de tirer les derniers fruits de leur carrière. C'est une vision assez éprouvante pour tout auteur de voir ça. Il y a une remarque. Est-ce que ça marche? Oui. Petite remarque sur la retraite, mais il faudrait investiguer peut-être plus en profondeur, mais de ce qu'on constate dans les différents syndicats, c'est que la barrière qu'il y a aujourd'hui sur le scandale AGSA fait que pour beaucoup, l'idée de devoir retrouver absolument tous les documents justificatifs, certains qui datent de plus de 30 ans attestant pour pouvoir déclencher ça, sachant qu'on estime à environ 190 000 personnes concernées, mais ce serait probablement plus de ce qu'on sait, pourrait aussi vraiment, pour le coup, être une explication. C'est-à-dire que là, il y a un échec, en fait, d'un système qui pourtant a été mis en place par le législateur pour nous protéger comme les travailleurs, et qui a échoué, non pas dans la loi, mais dans la mise en place, et qui conduit aujourd'hui à une situation franchement plus qu'inquiétante. Voilà. Si on avait autant identifié le problème, je pense qu'on aurait posé d'autres questions dans l'enquête. J'allais dire, c'est maintenant à l'État de prendre cette enquête en main. Les revenus. Bon. Ouais. Moi, je suis nouveau dans la bande, alors c'est à moi qui l'ont refilé, c'est normal. C'est presque du bizutage. Mais bon. Donc, je vais commencer par dire que les auteurs BD ne vivent pas que de la BD. Sinon, probablement, un certain nombre ne vivraient pas du tout. On le voit très clairement, puisque, en fait, ce n'est qu'un peu plus du tiers des auteurs de bande dessinée, très exactement 37,1, dont les revenus proviennent de la bande dessinée pour une proportion entre 75 et 100% de leurs revenus complets. D'accord ? Donc c'est quand même relativement faible, c'est un tout petit peu plus du tiers. C'est presque la moitié d'entre eux, 49,5, à qui la bande dessinée procure moins de 50% de leurs revenus. Et de la même manière, les auteurs, ce que vous voyez sur l'autre camembert, les auteurs qui n'ont aucun autre emploi que la bande dessinée ne représentent que 22,1% de la population interrogée, c'est 265 auteurs. C'est donc un cinquième de notre échantillon seulement qui ne vit que de la bande dessinée. Et ça ne veut pas dire qu'ils en vivent bien. D'accord ? L'impossibilité
dans laquelle se trouve la majorité des auteurs. Je tiens à le préciser parce que c'est un argument qu'on entend parfois. Puisque la majorité des auteurs ne peut pas toujours vivre de son art, évidemment, ils sont obligés de faire d'autres travaux. Et ça augmente les délais de publication dont se plaignent bien sûr les éditeurs. Ah oui. Donc des revenus qui ne viennent qu'à moitié qui ne proviennent qu'à moitié de la bande dessinée. Et là, vous voyez que finalement, eh bien, ce sont seulement la moitié des auteurs qui ont plus de 50% de leurs revenus liés à la BD en 2024, avec des Français qui sont un peu plus nombreux que les Suisses ou les Belges, à gagner entre 50 et 100% grâce à la BD. Les revenus sont liés à la carrière, bien sûr, à l'âge. Les auteurs qui publient dans plusieurs formats ou uniquement des albums classiques, probablement qu'on va retrouver là, Valérie, les mâles blancs de plus de 50 ans, mais voilà, ont des revenus liés à la BD plus importants que tout autre type de format. La question des rares droits d'auteur, oui, on n'en parle pas assez. En fait, les auteurs touchent peu de droits d'auteur. La majorité d'entre eux ne vendent pas assez de livres pour en percevoir. Et la part des droits d'auteur dans les revenus est nulle ou insignifiante pour plus de la moitié d'entre eux, 53%. Et c'est seulement 16% des auteurs, finalement, qui qualifient la part des droits d'auteur d'importante, soit moins du 1/5 de la population totale. Une petite précision, donc quand on parle ici de droits d'auteur, ce sont les droits d'auteur après amortissement de l'avance, c'est-à-dire que l'immense majorité des auteurs n'atteignent pas, tout droit confondu, traduction comprise, le montant initial qu'il y a eu. Bien sûr, les avances relèvent en quelque sorte aussi du droit d'auteur. Petit tableau fait simplement pour montrer que finalement, les auteurs eux-mêmes souffrent un petit peu. Ils ont vu... Alors, les chiffres que vous voyez là ont été calculés, alors, à la fois avec le revenu moyen et le revenu médian, même si ce n'est pas tout à fait la même chose. Les auteurs ont vu assez globalement une légère croissance de leurs revenus complets BD et hors BD de 2022 à 2024. Alors, on a calculé par rapport à l'inflation. La moyenne de l'inflation sur ces 3 années, c'est 4,1%. Et donc, cette croissance est de 2% supérieure à l'inflation considérée sur le revenu médian, c'est-à-dire que c'est une compensation très faible. Mais dans tous les cas, les revenus des auteurs et des autrices sont très inférieurs à ceux des Français, avec des écarts moyens sur le revenu médian, qui vont de 6 092 € en 2022 à 5 592 € en 2023. On n'a pas encore le chiffre pour 2024, mais le chiffre, par contre, est sorti pour le privé. Donc, si je considère le salaire médian dans le privé, le seul publié à ce jour, en 2024, eh bien, l'écart avec ce que gagnent les artistes-auteurs s'élève à 12 760 €. La moitié des professionnels sont sous le salaire minimum. En 2015, la proportion d'auteurs se déclarant professionnels sous le SMIC annuel brut variait entre 52 et 53%. 10 ans plus tard, c'est entre 55,7% et 52,4%. Donc là, on reste sur 55,4% des auteurs en 2024 qui sont sous le SMIC annuel brut. Et on observe une amélioration aussi, c'est vrai, pour 1% des auteurs sur les 3 ans. Voilà. Et donc ça vous montre à quel point la situation s'intensifie. Simplement pour dire que sur l'année 2023, parce que le seuil de pauvreté n'a pas été publié non plus par l'INSEE pour 2024, eh bien, en France, ce seuil de pauvreté en 2023, il était de 15,4%. Il est de 37% pour les auteurs et autrices, soit plus du double. Encore faut-il dire que l'année 2023 a été une année meilleure que 2022 et 2024 pour les artistes-auteurs. Vous voyez, donc finalement, il faut peut-être le dire ainsi, sur une bonne année pour les artistes-auteurs, le seuil de pauvreté reste de plus du double que pour l'ensemble des Français. Et un bref mot quand même pour vous dire que on a mis beaucoup de soin à essayer de traiter ces chiffres, mais on a des taux de non-réponse importants sur les salaires, qui peuvent monter entre 16 et 20%. C'est énorme. Mais on peut aussi regarder qui n'a pas répondu. Et de fait, quand on regarde cela, justement, il y a 177 personnes à peu près, on voit que ce sont soit des personnes qui n'ont pas encore tout à fait publié, donc ils sont, on va dire, dans une zone provisoire, mais soit de personnes qui se décrivent comme étant débutants ou précaires. Ce que je peux vous dire, c'est que nos chiffres sous-évaluent les personnes en situation financière difficile. Dernière diapositive. De cette série. De cette série. Merci Benoît. Je suis bien assisté quand même.
Je vais dire ça ce soir en rentrant. C'est Benoît Peter, mon assistant. Ça l'a fait. Bon, donc le recours à la solidarité nationale ou familiale, simplement pour le dire ainsi, alors on a calculé, simplement pour regarder indépendamment des revenus qu'ils avaient. On est d'accord, ceux qui arrivent à vivre de ce qu'ils gagnent, c'est-à-dire qu'ils sont en autonomie financière, quel que soit ce qu'ils font. Il ne s'agit pas uniquement de dire qu'ils font de la bande dessinée. Hein. Et on trouve quand même 70% qui, à travers les activités artistiques, le travail salarié, voire les deux en même temps, arrivent tout à fait à être en autonomie financière. Et puis après, on en a un bon quart qui sont en autonomie financière précaire. À quoi on le lit ? Eh bien, ils ont des activités artistiques, mais il leur faut aussi du soutien des proches, voire des prestations sociales. C'est-à-dire, globalement, des aides de l'État, ils ont du chômage, des choses comme ça, qui vont leur permettre de tenir. Et enfin, ce sont la plupart du temps les débutants ou les postulants, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore publié, les 5,2%, eux, qui n'ont aucune autonomie financière. Leurs revenus dépendent des prestations sociales ou du soutien de leurs proches. Et donc, voilà, on est vraiment sur une description forte, mais qui fait que, aussi pauvres que soient les auteurs, la majorité d'entre eux est en autonomie financière. On a fait hésiter à titrer l'affiche. Les auteurs, aussi pauvres soient-ils, ne sont pas des assistés, pour reprendre le sale mot qui est souvent utilisé. Mais c'est vrai que par rapport à une vision qui serait que les auteurs vivent au crochet de la société ou de leur famille, en fait, on s'aperçoit que c'est complètement faux. Ils sont juste très pauvres et ils assument cette pauvreté. Alors les autrices, pour l'instant, elles sont encore moins nombreuses que les auteurs, mais juste pour l'instant. Parce qu'on voit qu'en 2015, les femmes étaient 27% des auteurs, les autrices étaient 27% des auteurs, pour 72% d'hommes. Par contre, en 2025, la répartition est passée à 36% de femmes pour 61% d'hommes. Donc on voit que ça monte. Et cette proportion entre auteurs et autrices donc, se déplace à l'avantage des femmes, qui sont maintenant au-delà du tiers de la population générale. Et c'est encore plus frappant si on regarde les jeunes générations, puisque chez les auteurs de plus de 50 ans, les hommes sont 3 fois plus nombreux que les femmes, alors que si on regarde les auteurs de moins de 31 ans, c'est l'inverse. En fait, les femmes sont 3 fois plus nombreuses. Alors on peut se demander si la BD attire plus les femmes ou si au contraire elle fait fuir les hommes, parce qu'on a vu qu'il y avait un déficit de très jeunes auteurs, de jeunes auteurs. Est-ce que ce déficit, c'est pas celui des hommes qui sont partis ailleurs en voyant que la BD c'est un métier où il fallait travailler énormément, les vacances, les week-ends, et où on gagnait souvent malheureusement très très mal sa vie, sans être assisté. Alors, si on compare maintenant le détail des revenus des auteurs et des autrices, on constate qu'il y a pas mal de différences et qu'il existe par exemple un décalage flagrant en termes de revenus tirés de la bande dessinée. Il y a 40% des hommes qui arrivent à tirer les 3/4 de leurs revenus de la BD, mais seulement un tiers des femmes. Et 41,7% d'entre elles n'en tirent qu'un quart au maximum de leurs revenus. C'est quand même... Les femmes ont aussi moins de droits d'auteur et d'avance. Elles ont globalement des taux de droits d'auteur inférieurs à ceux des hommes. Les femmes sont plus nombreuses à toucher moins de 10% de droits d'auteur, alors que les hommes sont plus nombreux à toucher 11% et plus. Alors, si on considère la part des droits d'auteur dans l'ensemble des revenus, que ce soit les avances ou les droits après avance, on trouve aussi un résultat en défaveur des autrices. Au final, quoi qu'on regarde, les autrices sont moins favorisées que les auteurs. Elles gagnent beaucoup moins d'argent. La proportion des autrices sous le SMIC est bien plus importante que celle des auteurs, même si celle des auteurs est déjà catastrophique. Les hommes sont déjà à 39,9% sous le SMIC, mais on est à 54,1% des femmes. Donc on est bien au-delà de la moitié. De même, la proportion des autrices sous le seuil de pauvreté est plus importante que celle des auteurs. Il y a 31,7% des hommes qui sont sous le seuil de pauvreté, mais 46,5% des femmes. Je vous laisse méditer ces chiffres, quand même vraiment catastrophiques. Et on pourrait se demander, alors par exemple, pour nuancer tout ça, si la précarité des femmes n'est pas due au fait que ce sont majoritairement des jeunes autrices, et si ce n'est pas une précarité liée à l'âge plutôt qu'au genre. Parce qu'on a vu qu'en fait, que les revenus des auteurs de moins de 40 ans sont très inférieurs à ceux des générations plus âgées. Mais malheureusement, en regardant de plus près, on s'aperçoit que les femmes sont défavorisées à tout âge et que c'est particulièrement visible pour le seuil de pauvreté sous lequel les femmes sont toujours plus nombreuses que les hommes, quel que soit leur âge, en fait. Les auteurs, entre passion et mal-être, c'est une section importante et qui concerne peut-être particulièrement certains de ceux qui sont ici, puisque les auteurs se sentent abandonnés
par les pouvoirs publics dans leur très grande majorité. Une immense majorité d'auteurs et d'autrices ne se sentent pas aidés, qu'il s'agisse des aides nationales, type CNL, des aides régionales, type FRAC, des aides locales, ou qu'il s'agisse des questions sociales. D'ailleurs, les auteurs, de ce point de vue-là, sont souvent renvoyés du domaine culturel au domaine social. Il y a une sorte de non-zone autour de ce que représente le travail. La période du Covid a été particulièrement révélatrice à cet égard, en révélant le peu d'attention portée aux spécificités de la profession. C'est ce qui a conduit beaucoup d'autrices et d'auteurs, soit à ne pas réussir à toucher les aides, soit simplement à ne pas les réclamer, car ils ne savaient pas s'ils rempliraient tous les critères. Je crois qu'il y a eu une forme de prise de conscience à ce moment-là. Seul un tiers des auteurs ont pu bénéficier d'une aide durant cette période. Alors, les auteurs, désolé de le dire, mais sont extrêmement critiques sur l'action gouvernementale. On l'a dit, l'enquête de 2015 sur la situation des autrices et auteurs de BD a eu l'effet d'un choc, d'une prise de conscience. Cette enquête a été reprise un petit peu partout, puisqu'on était dans un domaine qui semblait un domaine économiquement florissant et représentant ces dernières années près d'un livre sur 4 et un accès à la lecture majeur. Or, les ministres de la Culture se sont succédés rapidement. Avec Valérie et Denis, nous les avons rencontrés les uns après les autres, mais le temps qu'ils comprennent un peu la problématique, ils étaient remplacés et les explications devaient reprendre. Le remarquable rapport réalisé par Bruno Racine, riche en pistes très concrètes, a suscité pas mal d'espoir. Hélas, ce rapport a été très rapidement enterré. Aujourd'hui, les auteurs ont le sentiment que ce rapport, grosso modo, est resté lettre morte et n'a pas modifié leur situation. Certains, d'ailleurs, disent ne pas, sans doute parmi les plus jeunes, ne pas en avoir entendu parler. Quant à ceux qui en ont entendu parler, à part 1%, je crois, ils ne se font pas d'illusions sur les améliorations réelles qui pourraient être apportées à leur statut. Le rapport avec l'édition, avec les éditeurs, est un rapport complexe et ambigu qui mérite des analyses très fines. Mais si on utilise les termes anglo-saxons de publisher et d'éditor, on le comprend mieux. Le publisher, c'est la maison d'édition, c'est le groupe éditorial. L'éditeur, c'est l'interlocuteur éditorial. Et donc, les auteurs peuvent à la fois se plaindre de la relation avec leur éditeur, notamment avec le service juridique, le service de paiement des droits, des contrats durs, quelquefois qu'on pourrait qualifier de léonins, quand pour une somme minuscule, ils engagent l'auteur jusque 70 ans après sa mort pour toute forme de droit. Les avances sont faibles et sont concédées parfois comme déjà un gros effort qui serait fait. Tout cela dresse dans un premier temps un tableau sombre, mais en réalité, les relations de travail avec les salariés des maisons d'édition, ces relations sont beaucoup plus souvent vécu de façon positive. Il y a donc un hiatus, et quand un auteur dit « mon éditeur »,« mon éditrice », il ne sait pas toujours exactement de quoi il parle. Alors, les débutants ont une mauvaise opinion de l'édition, plus mauvaise que les auteurs confirmés, peut-être parce qu'ils ont moins bien pu négocier leur contrat, peut-être parce que certains auteurs confirmés bénéficiaient encore des avantages d'un ancien système hérité du temps où la presse jouait un rôle important. En tout cas, on met plusieurs livres avant de construire un rapport un peu plus équilibré et peut-être de parvenir, en cas de succès, à renégocier l'un ou l'autre contrat. On va arriver à des chiffres assez tristes, finalement, qui n'appellent pas à ce stade de très longs commentaires, mais la bande dessinée, ce n'est pas forcément la joie, ce n'est pas forcément l'humour, le plaisir et le rire tous les jours, c'est une profession très propice à la dépression et au burn-out qui peut frapper jusqu'à un quart des auteurs. On parle là de dépression ou de burn-out qui ont donné lieu à un certificat médical. Enfin, ce n'est pas un simple sentiment. Le harcèlement moral, dans la définition stricte qui en est donnée et que vous retrouverez dans l'enquête publiée, les phénomènes répétés de harcèlement sont ressentis par 25% des auteurs.
Cela vient parfois des éditeurs, peut-être une pression sur les délais, notamment quand l'auteur a du mal à boucler le livre car il est obligé de gagner sa vie autrement, mais ça peut arriver aussi qu'il s'agisse de co-auteurs ou d'autres professionnels. Phénomène aussi terrible qui accentue déjà les difficultés économiques pointées à propos des autrices. Malgré les prises de conscience, trop de violences sexistes ou sexuelles, des pourcentages assez effrayants. Et qui sont les agresseurs ? Eh bien, les agresseurs peuvent être aussi bien un co-auteur qu'un éditeur, qu'un organisateur de festival, voire un libraire. Ce sont des phénomènes assez lourds. Finalement, évidemment, vous ne serez pas surpris de voir que ce sont avant tout les femmes, dans leur immense majorité, qui en sont victimes. On approche de la fin. Et on parle de l'avenir, on a posé la question aux auteurs. On leur a demandé déjà si leur situation s'était dégradée, en fait. C'est une perception qu'on leur a demandé. Et 22% n'en savent rien, mais il y a 39% qui nous disent que leur situation s'est dégradée depuis 5 ans. Il y a le même pourcentage qui nous dit que non. Donc en fait, on est dans une sorte d'équilibre dans la perception. On devrait retrouver ça pour l'avenir, mais en fait, pas du tout. Les 3/4 des auteurs craignent que leur situation se dégrade dans les 5 prochaines années, et seulement 9% sont confiants dans l'avenir. Donc il y a une inquiétude qui dépasse l'imaginable. Sans doute les crises qui touchent l'édition, et peut-être les crises qui touchent notre société, nos sociétés, notre planète, qui peuvent expliquer ce sentiment. La précarité de la plupart des auteurs joue évidemment dans cette inquiétude pour l'avenir. Quand on est précaire, qu'on a l'impression qu'un ne va s'améliorer, on envisage l'avenir à reculons. Ce manque de confiance dans l'avenir, il est évidemment sans doute allié avec la crise des vocations qu'on a évoquée. Comment se jeter à corps et âme dans un métier où la majorité des auteurs vont émettre le sentiment aux jeunes arrivants qu'il ne faut pas y aller. Et puis alors, pour ne rien arranger, il a fallu que ce soit à ce moment-là qu'arrive l'intelligence artificielle générative. Presque les 3/4 des auteurs pensent que les IA représentent un risque important pour eux. C'est même la principale raison, en fait, quand on croise dans l'enquête, pour laquelle les auteurs craignent une dégradation de leur situation dans l'avenir. On remarque d'ailleurs très concrètement que déjà certains éditeurs, se drapant parfois dans la vertu, ne craignent pas de recourir pour des couvertures à l'IA, donc c'est des craintes très concrètes, et que certains festivals qui mettent à l'honneur le livre ou la BD recourent aussi pour leur communication à l'IA. Donc là, on a une sorte de contradiction, on invite des auteurs et en même temps, on se passe d'eux à l'instant même où on veut les faire travailler. Je me souviens en 2022, une pièce d'ici, on a parlé d'intelligence artificielle à l'Assemblée nationale. Les premières, je crois que c'était Mid-Journée qui était sorti juste avant et avait semé la panique. Et je dois dire qu'à titre personnel, j'ai l'impression qu'on n'a absolument pas avancé sur la défense des auteurs. Donc les auteurs ont bien raison d'être très inquiets car ils sont tout seuls face à cette menace pour l'instant. Ah ouais. Eh ben. Oui, Madame Céline Calvez est en train il y a une mission d'information sur l'IA qui touche et l'éducation et la culture. Elle va nous rejoindre, donc vous pourrez lui poser cette question. Mais c'est clair qu'il va falloir rassurer les auteurs. Normalement, une mission d'information, c'est pour arriver à, des préconisations et des propositions. Mais c'est clair que les auteurs, s'ils sentent que l'avenir n'existe pas, n'iront pas vers cet avenir. Donc il y a une vraie question. Je vous propose de conclure rapidement. On a 11 points en fait de conclusion qui résument l'ensemble. Je vais juste vous les lire pour aller rapidement. Alors, féminisation grandissante. En 2015, les autrices de BD représentaient 27% du total et les auteurs 72%. Elles sont aujourd'hui 37%. Moins réjouissant, elles sont globalement moins payées que leurs collègues masculins. Il y a moins de jeunes qu'il y a 10 ans. C'est une des surprises de l'enquête. S'il y a 10 ans, les moins de 40 ans représentaient 56% de l'échantillon, ils ne sont plus que 42% aujourd'hui. Cette baisse, très significative, pourrait correspondre à un recul des vocations. Un niveau de formation très élevé. Les 2/3 des répondants ont un niveau d'études supérieur ou égal à la licence, les autrices étant nettement plus diplômées que les auteurs. Les formations spécialisées dominent et l'enseignement privé prend une part de plus en plus importante. Enfin, un travail astreignant. La réalisation d'une bande dessinée n'est pas qu'un acte de création. C'est aussi une pratique minutieuse qui exige beaucoup de temps.
Une bonne moitié des auteurs et autrices dépassent largement les 35 heures et travaillent plusieurs week-ends par mois. Des auteurs qui peuvent moins se consacrer à la bande dessinée. Les revenus des auteurs et autrices ne proviennent que pour la moitié de la bande dessinée. Le complément d'un ou plusieurs autres métiers est inévitable pour la plupart, ce qui ne va pas sans inconvénient pour l'ensemble de la chaîne du livre. Des auteurs de plus en plus pauvres. Si en termes macroéconomiques, le secteur de la bande dessinée a progressé depuis 10 ans, autrices et auteurs ont continué à voir leurs revenus diminuer. 55% de ceux qui se considèrent comme professionnels n'atteignent pas le SMIC et 37% vivent sous le seuil de pauvreté. Des autrices particulièrement fragilisées. Les femmes sont encore plus touchées que les hommes par la précarité. Près de la moitié des autrices vivent sous le seuil de pauvreté et la fréquence des atteintes sexistes ou sexuelles aggrave encore le tableau. Les 4 derniers points de ces conclusions, des droits sociaux méconnus ou inaccessibles, auteurs et autrices sont nombreux à mal connaître leurs droits sociaux, les arrêts maladie, comme les congés maternité, paternité ou adoption, sont très difficiles à faire valoir. Des relations contrastées avec les éditeurs. Si autrices et auteurs entretiennent plutôt de bonnes relations avec leurs responsables éditoriaux, ils se montrent beaucoup plus critiques à l'égard des maisons d'édition. La promotion des livres est notamment considérée comme insatisfaisante. Beaucoup plus d'engagement collectif, et c'est peut-être un point positif à l'intérieur de ce tableau. Auteurs et autrices sont presque 60% à adhérer à un ou plusieurs syndicats ou organisations professionnelles. Beaucoup trop d'auteurs se sentent toutefois abandonnés par les pouvoirs publics. Un avenir toujours plus incertain, c'est ce dont on vient de parler. 74% des répondants craignent de voir leur situation se dégrader dans un avenir proche. L'utilisation des IA génératives accroît une inquiétude beaucoup plus globale sur l'avenir du métier. Un métier qui représente quand même globalement un domaine d'excellence, un métier qui s'exporte dans le monde entier, en tout cas les produits de ce métier, une créativité qui ne se dément pas, un métier qui est fait de passion et de précarité, et il faut beaucoup de passion pour compenser la précarité, un métier qu'à travers cette étude et cette enquête, nous cherchons à préserver, ce qui relève de l'intérêt de tous, des lecteurs, bien sûr, des éditeurs, des libraires et de tous ceux qui pensent que la bande dessinée est un des moyens majeurs d'accès à la lecture. Et pour finir, un petit dessin qui va résumer notre demande. Je rappelle que, pour ceux qui seraient arrivés en retard, cette brochure précieuse qui vient d'être réalisée pourra vous permettre de prendre conscience de toutes ces réalités et de quelques autres, puisqu'il y a là une centaine de pages, alors que nous vous avons présenté une 50aine d'écrans. Stéphane Dreyfus pour le journal La Croix. J'avais une question, après en avoir discuté un peu en amont de la publication de ce rapport avec Benoît Peeters. Est-ce qu'on constate une sortie du métier, Benoît Peeters avait évoqué une déprofessionnalisation. Est-ce qu'il y a une sortie du métier? Est-ce que les auteurs de BD abandonnent, tout simplement? Ce qui est le plus frappant en tout cas, c'est la diminution du nombre d'entrants, particulièrement chez les hommes. La sortie du métier existe sans doute, mais je ne sais pas si l'enquête permet vraiment de la quantifier. On n'a pas réellement d'éléments, parce que ça s'adresse aux auteurs, artistes en activité malgré tout. Dans une enquête précédente, on a pu trouver, sur une population plus restreinte, une enquête qualitative en Charente, on a trouvé des gens qui sortaient du métier. Le but, c'était aussi d'aller chercher sur l'ensemble des gens qui avaient écrit de la bande dessinée. On a, dans l'échantillon, des personnes qui ont arrêté la bande dessinée. Je pense qu'il y a des gens qui sortent de la bande dessinée tout au long de leur vie, et parfois qui en sortent, ils rentrent, avec des trajectoires excessivement complexes, forcément, parce qu'il y a des phases de stabilisation qui peuvent dépendre des contrats qu'on peut avoir. Par exemple, pour ceux qui peuvent être publiés dans la presse hebdomadaire, pas de bande dessinée nécessairement, mais aussi ceux qui vont avoir un contrat dans un studio de dessin animé, ceux qui vont avoir, et puis qui vont comme ça passer en fait d'une situation à une autre. C'est beaucoup plus complexe que ça n'en a l'air. Et les sorties sont pas toujours perceptibles parce que, dans certains cas auxquels je pense, on a des personnes
qui quittent la bande dessinée pour se diriger directement, toujours dans le secteur du livre, vers l'illustration jeunesse. Donc là, à ce niveau-là, on ne verra pas s'opérer nécessairement la sortie. Je rajouterai une expérience personnelle d'auteur allant au festival et rencontrant ses collègues. Depuis 2-3 ans, le nombre de discussions sur « j'arrête la bande dessinée » a explosé. Donc il y a quand même... Alors, est-ce que c'est suivi de fait? Parce qu'ils sont encore là, ceux qui nous le disent, probablement. Est-ce qu'avant, ils le faisaient sans le dire? Voilà, on est toujours, dès qu'on fait de la sociologie, obligé de se poser ces questions-là. Peut-être qu'avant, on avait plus honte de quitter le métier. J'ai quand même, à titre personnel, croisé des gens que je pensais très installés qui m'ont dit ça. Donc ça, c'est nouveau. Donc voilà, il y a de quoi avoir des inquiétudes, mais là, on n'a pas les moyens de le vérifier dans l'enquête. Donc je pense que les gens qui ont quitté le métier, en fait, ne se sentaient pas concernés par l'enquête et n'ont pas répondu, quoi. C'est ça. Oui. En fait, ça c'est une question qu'il faudrait poser à l'URSSAF du Limousin. Parce que eux ont effectivement des statistiques de cessation d'activité. Et ce serait très... En fait, on nous fournit toujours des chiffres de nombre global d'artistes-auteurs identifiés, qui sont en croissance parce que de plus en plus sont identifiés. C'est pas qu'il y en a de plus en plus, mais de plus en plus sont identifiés. Mais il y a aussi des cessations d'activité. Et ce serait très intéressant, effectivement, d'avoir des statistiques sur les cessations d'activité par profession, par âge, enfin des statistiques sur les cessations d'activité qu'on n'a pas du tout. Le recul est encore un peu faible à l'URSSAF, mais c'est clair que dans les prochaines années, on va pouvoir beaucoup mieux observer ça. Mais même maintenant, tu as des cessations d'activité chaque année. Oui, mais on ne sait pas si on a plus ou moins. Enfin, toi, c'est ça le... Ah oui, il y en a oui, toujours. Sûr, voilà, oui, c'est ça. Donc mais on va avoir besoin d'un peu de temps pour voir la courbe. Voilà. Pour voir l'évolution, c'est sûr qu'il faudrait déjà que ça fasse partie des choses qu'ils observent. Mais là, on n'a même pas d'idée de la proportion de cessation d'activité. Est-ce qu'il y a d'autres... Ben Et ensuite, je crois que vous avez levé la main. Oui. Merci pour cette présentation, c'est vraiment très, très enrichissant. J'ai 2 questions. La première, c'est est-ce qu'on dispose de données sur l'évolution du chiffre d'affaires de la BD sur ces 10 dernières années? Et donc, s'il y a la possibilité de tracer un peu des corrélations entre l'évolution des auteurs de BD et l'évolution du marché de la BD. Et la deuxième question, c'est, au vu de toute cette étude, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à des jeunes qui voudraient se lancer dans la BD? Une thèse de doctorat à l'université, c'est beaucoup plus sûr. Oui. Alors, Ça dépend dans quel... Sur la deuxième partie, je dirais, il est important dans les formations d'école de se préparer à la polyvalence et d'essayer d'avoir dès la formation des notions réelles sur le métier, ce que les écoles donnent très peu, car ce sont des écoles d'art qui non seulement forment peu à la narration, mais forment peu aux relations avec les éditeurs ou avec l'exercice concret du métier. Ça, c'est vraiment des choses très très importantes, de ne pas se bercer d'illusions. Peut-être de donner l'enquête à étudier à leurs élèves, justement, quoi. Pour qu'ils aient pleinement conscience du métier dans lequel ils rentrent. pour information, il y a 10 ans, on avait proposé à toutes les écoles d'aller présenter la précédente enquête. Aucune ne nous a invités. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais globalement, par-delà la présentation de l'enquête, on remarque que sur ces réalités professionnelles, il n'y a quasi pas de formation. Et donc, les auteurs sortent de formation privée ou publique sans être préparés à l'exercice d'une profession. C'est un point. Sur l'autre point, la croissance extraordinaire du marché de la bande dessinée tient à la multiplication du nombre de titres, à l'augmentation constante du nombre de titres, mais on peut en tout cas corréler cette augmentation du nombre de titres à la diminution des ventes moyennes et même des tirages moyens. Donc le marché grandit par une production exponentielle, mais si on regarde titre par titre, que ce soit dans les grandes maisons ou dans les maisons alternatives, on remarque que les tirages et les ventes ne cessent de baisser. Et donc là, c'est là que les auteurs souffrent de cette précarité. Et évidemment aussi, on sait que quelques grandes séries, quelques albums paraissant annuellement peuvent donner le sentiment du succès, un succès souvent amplifié médiatiquement, et qui fait que beaucoup de lecteurs, de lectrices tombent des nues quand on leur parle de la réalité de l'exercice du métier.